c'est parti pour la dernière étape de ce chemin. 17 km jusqu'au phare de Fisterra. Aujourd'hui, comme d'habitude, ça va monter et descendre avec une grosse montée au début. Il y a 3 ans, j'avais fait le tour de la baie, mais là, je vais monter directement dans les bois en face, parce que c'est une branche du chemin que je ne connais pas. Hier, dans l'alberguer, il y avait clairement 2 populations. Les pèlerins qui marchent avec leur sac à dos, quelquefois depuis très longtemps, et puis les torigrinos dont vous avez pu voir les bagages dans le hall dans la vidéo d'hier soir. Ce qui est marrant, c'est que la direction de l'alberguer a clairement séparé les 2 populations. Tous les pèlerins, on était 5 ou 6, ont été mis dans un dortoir, et tous les torigrinos dans les autres dortoirs. Et on a entendu les torigrinos se lever vers 6 h du matin avec force claquement de porte et éclat de voix. Quant à nous, on a ouvert un œil sur les coups de 8 h du matin parce que on est tous un peu fatigués de notre périple. Et puis, comme c'est la dernière étape pour beaucoup d'entre nous, il n'y a pas de raison de se presser. Voilà, je viens de passer la première et seule grosse côte de cette étape. Donc maintenant, il y aura bien quelques petites côtes, mais ça va dérouler tranquillement jusqu'à Fisterra. Hier soir à l'alberguer, j'ai revu une Française que je n'avais pas vue depuis pas mal d'étapes, puisque la dernière fois c'était sur le Camino Sanabres du côté de Puebla de Sanabria. Donc à au moins 250-300 km d'ici. Donc c'était sympa de se retrouver comme ça, on a rediscuté et elle a le même sentiment que moi sur ce nouveau Camino de Fisterra, c'est que il y a beaucoup de monde. Et elle regrettait la solitude de la Via de la Plata et des 2 premiers tiers du Sanabres. Bon, moi je viens de parler avec une Australienne installée en France pendant 5 bons kilomètres. Elle parle très bien français et puis on a discuté à bâton rompu en marchant très vite. Et du coup, je viens de m'apercevoir qu'il me reste plus que 6 km et demi à faire. Donc je crains que le sort des Wisigoths ne soit d'ores et déjà scellé. Et si ma mémoire est exacte, je m'approche d'une scierie. Salut le chat. Ah bah ça, c'est un chat zen.
Le symbole de cet albergué est inspiré du blason de l'île de Man. L'île de Man, c'est une dépendance de la couronne britannique située en mer d'Irlande, entre l'Angleterre et l'Irlande. Et trouver ce symbole ici, ça illustre les racines celtiques de la région. Bon allez, je vais peut-être parler des Wisigoths quand même un petit peu. On avait vu que Léogivilde, le roi Wisigoth du royaume de Tolède, avait essayé d'unifier l'Espagne sous la bannière du christianisme arien. Mais en fait, en 589, c'est son fils Récared qui va se convertir au christianisme nicéen, que d'aucuns appellent orthodoxe, mais qui sera appelé catholicisme après le schisme de 1054. Dites les curés, c'est compliqué vos histoires. Hein. C'est plus compliqué que les batailles de courant en PS. C'est dire. Ce passage de l'arianisme au catholicisme, pour simplifier, ne va pas sans entraîner des troubles religieux, et notamment la persécution des juifs qui ont le choix entre se convertir, être exécutés, ou aller voir là-bas si Abraham y est. En 624, le roi Swintila reprend l'Algarve, qui est une province du Portugal, aux Byzantins. Et comme les Suèves ont été conquis quelques décennies auparavant, la péninsule ibérique plus le Languedoc se retrouvent unis sous la bannière des Wisigoths. À la fin du 7e siècle, c'est-à-dire à partir du règne de Wamba en 672, les troubles commencent à apparaître un peu partout dans ce nouveau petit empire. Les Vascons et la Septimanie se soulèvent et les musulmans commencent à lorgner sur la péninsule ibérique, mais sont rapidement repoussés. Outre ces troubles extérieurs, le royaume wisigoth est en butte à des troubles au sein même de la famille royale. En 710, le fils du roi Witiza est écarté du pouvoir et l'aristocratie met sur le trône Roderick. Roderick qui ira combattre immédiatement la révolte des Vascons en 710, si bien que les musulmans en profiteront pour passer le détroit de Gibraltar et entamer une invasion de la péninsule ibérique. Le roi Witiza se portera au devant des musulmans et se fera battre à la bataille de Guadalete. Et pour digérer cette défaite cuisante qui va ouvrir la péninsule ibérique aux musulmans, je vais faire une petite pause. J'ai remis la polaire parce que à l'ombre avec le vent, et quand on transpire, on a vite froid. Oh, une part de tarte de Santiago. Oh, c'est bon. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir. Il me reste 3,5 km à faire. Il est temps de mettre un terme à cette saga des Wisigoths.
Et il ne faudra que quelques années, moins de 10 ans, aux musulmans pour conquérir la quasi-totalité de la péninsule ibérique, à l'exception des restes du royaume wisigoth dans l'extrême nord de l'Espagne. Ce dernier vestige du royaume wisigoth servira de base à la reconquête de la péninsule par les chrétiens. Et face à moi, la baie de Fisterra. Dans la période troublée qui suit l'établissement d'Al-Andalus, les représentants de l'Espagne wisigothique portent deux noms, un de racines gothiques, un de racines musulmanes, ce qui explique entre autres que l'une des figures de la Reconquista, le Cid, tire son nom de Sidi, c'est-à-dire seigneur en arabe. Les Wisigoths laisseront en Espagne un héritage culturel, artistique et architectural, dont un en particulier qui est l'arc outrepassé. On connaît l'arc en plein cintre, typique de l'art roman, c'est-à-dire deux piliers qui supportent une voûte en forme de demi-cercle. L'architecture gothique, constituée de piliers supportant deux arcs brisés. Eh bien, l'arc outrepassé, qui est aussi appelé l'arc en fer à cheval, ce sont deux piliers qui supportent une voûte dont la plus grande largeur est supérieure à la distance qui sépare les piliers. Ah bah c'est sûr, c'est super clair. Un dessin valant mieux qu'un long discours, dès que je trouve un endroit où dessiner, eh ben je vous dessine un arc outrepassé. Pas sur le goudron, parce que j'ai pas de marteau-piqueur sur moi. Arc en plein cintre, un petit peu carré, mais faut imaginer que c'est un demi-cercle. Architecture gothique, un petit peu bancale, mais je suis une buse en maçonnerie. Arc outrepassé, en forme de champignon aplati, parce que je suis un très mauvais maréchal ferrant. Bref, vous l'aurez compris, l'arc outrepassé, c'est un témoignage laissé par nos Wisigoths, dont s'inspireront d'ailleurs les musulmans pour leur architecture. Voilà qui conclut notre série sur les Wisigoths, qui auront pris un peu de retard parce que au lieu de faire Pologne, Ukraine, Balkans, Italie, puis Espagne, s'ils avaient traversé directement l'Allemagne puis la France, ils seraient arrivés en Espagne. Voilà le village de Fisterra. Et je vais bientôt entamer cette dernière ascension vers le phare, au terme d'une marche de quasiment 1200 km, qui m'aura laissé de très bons souvenirs, de la souffrance aussi pendant les 300 derniers kilomètres. Mais ça fait partie des choses qu'il faut surmonter, et on trouve toujours au fond de soi
des ressources qu'on ne soupçonnait pas. Je vais profiter de ces instants avant la dernière montée pour vous remercier. Merci de me suivre, merci de vos commentaires, en particulier merci à ma cousine Maryse, et gros bisous. Et puis je serai content de retrouver ma petite famille. Alors forcément, il y a toujours un peu de nostalgie quand on finit ce genre de périple. Quand j'étais à Séville, je me disais, j'ai encore 1000 km devant moi, un peu plus. Donc j'ai le temps d'en profiter. Et puis tout d'un coup, je me retrouve là à Fisterra, comme si le temps s'était contracté. Voilà, j'entame la dernière montée jusqu'au phare, le long de la mer. En tout cas, il y a beaucoup de monde. J'arrive à cette fameuse statue du pèlerin. Et sur la gauche, là-bas, le Faro de Fisterra et le kilomètre 0,000. Et cette montée est plutôt tranquille. Voilà, je suis arrivé en haut et je suis à 200 mètres du kilomètre 0. Borne que je n'aperçois pas encore parce qu'il y a un groupe de touristes devant. Donc je vais attendre mon tour. Décidément, Fisterra a bien changé. C'est le bus qui devrait être pris en photo. Voilà, kilomètre 0,000. Bon, ben je n'ai plus qu'à rejoindre mon alberguer, qui est la même qu'il y a 3 ans, parce que je la trouvais sympa. Et je vais donc redescendre ces 3 km, mais je ne comptabiliserai pas la distance parce que mon chemin est fini pour cette année. Là, je suis en mode promenade. Et j'arrive bientôt à l'alberguer Orfin, alberguer hungarian. Albergue hongroise et Porfine, ça veut dire enfin. Voilà, c'est la fin de ce camino. Ça a été long, moins long que la dernière fois, mais long quand même, quasiment, oui, 1200 km à peu près. Ça a été dur les 300 derniers kilomètres, mais je le referai avec plaisir parce que cette Via della Plata, je trouve ça plus authentique que le Camino Frances. Il y a moins de monde,
C'est plus dur physiquement, mentalement, mais les levées de soleil sur l'Extrémadure, ces grandes étendues, ces DSAs, ouais, c'était chouette, c'était très chouette. Et puis, c'est aussi une belle histoire d'amitié, en particulier avec Gabriel et Marco. Et que dire sinon que au niveau des émotions que j'ai ressenties en arrivant au kilomètre zéro, forcément c'était pas comme la première fois. Il y avait beaucoup plus de monde. Ce qui m'a un peu fait sourire finalement, c'est de devoir faire la queue pour pouvoir toucher cette borne kilomètre zéro. Voilà, maintenant, j'ai déjà plié les bâtons, il va falloir que je fasse mon sac. Demain, c'est Santiago, j'y passerai une nuit, et après-demain, Porto. Alors, dans cette vidéo, vous n'aurez pas de clap de fin, parce que il va falloir que je resélectionne tout un tas de séquences qui sont sur une clé USB. Et je vais m'y mettre dès ce soir, je pense. Et dans les jours qui viennent, vous aurez ce clap de fin de ce Camino 2025. Portez-vous bien. Buen Camino dans la vie à toutes et à tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.